séquence de dépôt synthétique dans un milieu fluviatile. C'est-à-dire, euh, n'importe quelle zone de milieu fluviatile, vous allez trouver soit toute la séquence comme ça, ou bien une partie de la séquence. Juste une partie de la séquence. Ça dépend. Parfois, on peut trouver donc la séquence complète. Parfois, on trouve des fragments, bien des parties de la séquence. Si on est dans le chenal, ou bien on est sur les levées, ou bien sur la plaine d'inondation, etc. Mais si, comme j'ai dit, séquence synthétique de milieu fluviatile, voilà comment il se présente. C'est-à-dire les éléments, les principaux éléments que présente une séquence fluviatile. Alors, comme vous voyez ici, c'est une séquence, comme j'ai dit, qui présente toujours une base ravinante ici, érosionnelle, dépôt de chenaux, ici, grossier, c'est ce qu'on avait appelé les lag deposits en anglais, dépôt ici, donc, de gravier, des éléments grossiers, qui devient fin vers le sommet. Ici, donc, vous avez gravier, avec, ici, vous avez des stratifications entrecroisées, ou bien litages entrecroisés. Puis après, vous allez voir des sables, peut-être, des éléments fins, relativement fins par rapport à ce qui est en bas, et avec des stratifications obliques. C'est ce qu'on appelle le litage oblique ou bien stratification oblique. Puis, au sommet, on peut avoir ici les rides de courant. Les rides, c'est ce qu'on a schématisé tout à l'heure par ça, les rides de courant. Ici, vous avez des rides dissymétriques, non pas des rides symétriques, des rides de courant. Puis, tout à fait en haut, on peut avoir des traces de racines ici. Regardez les traces de racines pour indiquer qu'il y avait des sols. Les sols, toujours, au niveau de la plaine d'inondation, peuvent laisser des traces de racines dans les roches. Les traces de racines peuvent être fossilisées. Voilà comment donc on peut imaginer une séquence fluviatile de la base au sommet. Alors, les dépôts de la séquence. Alors, dans cette partie basale, généralement, on a des graviers. Quand on monte dans la série ou bien dans la séquence, la taille des dépôts diminue, si vous voulez, on aura des sables. Les sables, puis tout à fait au sommet, il va y avoir presque exclusivement des argiles ou bien la boue, ou bien la vase qu'on a vu tout à l'heure. Voilà donc grosso modo ce qu'on appelle les alluvions. Les alluvions, vous avez les graviers, les sables, les argiles. Les alluvions qui proviennent de l'érosion, donc des reliefs que traverse la rivière ou bien le cours d'eau. Alors, les milieux maintenant. Les milieux correspondant à ces dépôts-là. Donc, vous avez, si on commence du bas par exemple, donc vous avez le lit mineur jusqu'ici. C'est-à-dire tout ce qui peut être déposé dans le lit mineur, c'est surtout les graviers. Les graviers, un peu de sable au sommet, ici, avec, donc, comme j'ai dit, des stratifications entrecroisées, des stratifications obliques. Donc ça, c'est le lit mineur. Le lit mineur. Alors, dans les levées, ou bien sur le levé, on va avoir surtout des dépôts de sable. Surtout le sable. Ici, avec des stratifications obliques. Et parfois, comme j'ai dit tout à l'heure, parfois on peut avoir quelques rides. Puis dans la plaine d'inondation, on va avoir surtout le dépôt des argiles, c'est-à-dire de la boue ou bien de la vase. Seulement avoir du sable pour former les rides de courant. Il faut avoir le sable. Puis, le dernier milieu, c'est les sols. Les sols, c'est surtout les argiles, les siltes, etc. Tout ce qui est fin peut former donc les sols. Et comme j'ai dit, quand il s'agit de paléosol, on peut avoir des racines fossilisées dans la roche, traces de racines. Pour parler de sol, il faut absolument trouver des indicateurs qui indiquent l'existence du sol. C'est-à-dire, le seul et le principal indicateur, si vous voulez, c'est les racines, les traces de racines de végétaux. Traces de racines de végétaux qui vont être fossilisées dans les roches, qui ont formé donc les sols. Parfois, les cours d'eau, ou bien les rivières, ou bien les fleuves, quand ils arrivent au niveau de la mer,
mer ou bien d'un océan, ils peuvent construire, si vous voulez, ce qu'on appelle les deltas. C'est-à-dire, il s'agit donc de milieux qu'on peut considérer comme mixtes, qui reflètent les influences à la fois marines et continentales. C'est le lieu de rencontre, si vous voulez, des eaux douces continentales et des eaux marines. Alors, ce sont des milieux du domaine qu'on appelle le domaine de transition, ou bien le domaine intermédiaire, si vous voulez, entre les mers, bien entre le domaine marin et le domaine continental. Alors, les exemples de milieux de dépôt de ce domaine-là, on peut avoir les deltas, comme je viens de le dire, on peut avoir les lagunes, les estuaires, par exemple, etc. C'est-à-dire tout milieu dans lequel on peut avoir un mélange, si vous voulez, des eaux douces et des eaux marines. Alors ici, dans cette partie de cours, on va prendre l'exemple de milieu deltaïque. La définition donc du delta dépend des auteurs. Alors pour nous, on peut définir un delta comme un complexe formé par un ensemble de sédimentations à dominante détritique, mais renfermant des intercalations marines, qui se déposent bien sûr au droit d'un fleuve ou bien de la rencontre, si vous voulez, de plusieurs fleuves. Il s'agit d'un complexe, un complexe deltaïque qui correspond donc à l'ensemble de la sédimentation à dominante détritique, c'est-à-dire à dominante, si vous voulez, continentale, mais qui renferme des intercalations marines, c'est-à-dire dans laquelle on trouve des niveaux marins, c'est-à-dire des niveaux de dépôt qui proviennent de la mer. Et on trouve donc ce complexe deltaïque, ce complexe, si vous voulez, sédimentaire, déposé à l'embouchure d'un fleuve ou bien là où vous avez la rencontre de plusieurs fleuves parfois. On va essayer de voir la morphologie d'un delta, c'est-à-dire les différentes parties morphologiques qui forment le delta. Alors sur cette photo-là, on peut voir ces différentes parties morphologiques qui forment le delta. Alors regardez ici en haut de la photo ici, cette partie-là, vous avez le milieu fluviatile. Le milieu fluviatile qu'on vient de voir. C'est marqué ici fleuve, regardez, donc il s'agit ici d'un fleuve méandriforme, sous forme de méandre, avec une plaine alluviale. Juste après que le fleuve donc se jette dans la mer, il va former il forme ici un complexe deltaïque. Alors, ce delta, d'abord le delta, pourquoi on l'appelle delta? Parce que tout simplement, il présente une géométrie de delta. Une géométrie sous forme de cône. Forme de cône comme ça. Comme ce qu'on a vu l'autre fois, quand on a vu les dépôts gravitaires, on a parlé des cônes sous-marins, c'est-à-dire les cônes turbiditiques. C'est presque la même chose. Mais la différence, c'est que les cônes sous-marins se forment, si vous voulez, bien se déposent en bas des talus sous-marins, c'est-à-dire dans des profondeurs très importantes. Alors que les cônes deltaïques se forment, si vous voulez, juste, si vous voulez, au niveau du milieu littoral, c'est-à-dire juste au niveau donc de la plateforme. C'est pas très profond. Donc à ne pas confondre les cônes deltaïques, un éventail deltaïque avec un éventail sous-marin formé par les dépôts turbiditiques, les dépôts gravitaires. Ici, il ne s'agit pas de dépôts gravitaires dans les deltas. C'est des dépôts ramenés par le fleuve et par les courants marins. Alors, les parties qui forment donc un delta, comme vous voyez sur cette photo-là, donc vous avez ce qu'on appelle la plaine deltaïque. La plaine deltaïque, c'est le prolongement de la plaine alluviale, c'est-à-dire du milieu fluviatile. Elle est parcourue par un réseau de chenaux ramifiés, comme vous voyez ici,
Ces chenaux-là, on les appelle les distributaires. Les distributaires. Et présentent également des zones marécageuses avec de la végétation. Ces zones marécageuses se trouvent entre les chenaux, comme vous voyez ici. Là où vous avez la végétation, regardez, ce sont des zones marécageuses, c'est-à-dire des zones parfois, si vous voulez, couvertes par l'eau, et parfois sont émergées. Présentent donc la végétation. Ça rappelle un peu la plaine alluviale du milieu fluviatile ici. Donc, il s'agit d'une zone, si vous voulez, qui est presque à tout temps, il est à l'air libre. C'est-à-dire, elle n'est pas couverte par l'eau, mais elle est traversée par des chenaux, ou bien ce qu'on appelle les distributaires. Alors, les chenaux, ces chenaux-là, comme vous voyez, se terminent avec des lobes. Vous avez des lobes ici qui terminent les chenaux dans une autre partie du delta qui s'appelle le front deltaïque, ou bien le front du delta. Le front, il est incliné, ou bien fortement même incliné par rapport à la plaine deltaïque. Forme, si vous voulez, le prolongement de la plaine deltaïque sous la mer. Alors, le front deltaïque, cette fois-ci, il est couvert par l'eau de mer. Tandis que la plaine deltaïque, comme je disais tout à l'heure, elle n'est pas couverte par l'eau, elle reste longtemps émergée, c'est-à-dire elle reste à l'air libre. Le front deltaïque, quant à lui, il est généralement sous l'eau. Et c'est la zone des lobes, si vous voulez, des chenaux, bien des distributaires. Puis vous avez une autre partie qui forme le delta, c'est ce qu'on appelle le pro-delta. C'est cette partie-là noire. Regardez, le pro-delta. Alors le pro-delta, c'est la partie la plus externe et plus profonde du delta. Externe, c'est-à-dire du côté de la mer. Interne, c'est du côté du continent. Par exemple, la plaine deltaïque, c'est la partie interne du delta. La partie du pro-delta, c'est la partie externe. Cette partie-là, comme vous voyez, repose sur les sédiments marins de la plateforme littorale. Donc, il repose directement sur les sédiments d'origine marine de la plateforme. Voilà donc, si vous voulez, les différentes parties qui forment un delta. Ici, c'est une vue en plan, c'est-à-dire vue du haut. Ce qu'on peut voir comme partie qui forme le delta quand on regarde du haut sur le plan. Alors maintenant, on va passer à voir un petit peu cette coupe-là, la coupe longitudinale le long d'un delta, c'est-à-dire une coupe qui traverse longitudinalement le delta. Coupe longitudinale schématique d'un delta. Alors de ce côté-là, vous avez le continent ou bien l'amont. De ce côté-là, vous avez la mer ou bien l'aval, si vous voulez. Amont, aval, c'est la même chose. Bien côté proximal, côté distal, si vous voulez. Vous avez le profil comme ça. D'accord? Alors, de ce côté-là, donc, vous avez la plaine alluviale, ou bien fluviatile, si vous voulez, ou bien le fleuve, milieu fluviatile. Et de ce côté-là, vous avez le milieu deltaïque, ou bien le delta, avec cette partie. Alors, vous avez ici la plaine deltaïque jusqu'ici. Vous avez le delta franc et vous avez le pro-delta. Le pro-delta, donc, c'est la zone la plus profonde du delta. Regardez la plaine deltaïque, comme j'ai dit tout à l'heure. Il n'est pas couvert tout le temps par l'eau, hein, sauf dans la partie tédale, là où vous avez des courants de marée, parfois qui montent et couvrent un peu donc la plaine deltaïque. Et il y a une limite ici entre la plaine deltaïque et le delta franc, c'est la limite de la végétation halophile, ce qu'on appelle la végétation halophile, c'est-à-dire c'est des végétaux qui peuvent se développer dans des eaux, dans des milieux, si vous voulez. Ça. Là, si vous voulez, les différentes parties qui forment le delta, selon un profil, si vous voulez, longitudinal. Et vous avez tout à fait en bas ici, dans la zone la plus profonde, vous avez le plateau continental. C'est-à-dire, si vous voulez, la plateforme.
Alors, verticalement, au niveau de l'eau ici, on peut distinguer ces zones-là. Vous avez la zone subtidale ici, c'est la zone la plus profonde. Vous avez la zone intertidale. Intertidale, c'est-à-dire la zone de balancement des marées. C'est marqué ici basse mer, pleine mer ou bien haute mer, si vous voulez. C'est ce qu'on appelle la zone de balancement des marées, la zone intertidale, qui se trouve entre la limite de la basse mer, si vous voulez, et la haute mer ou bien pleine mer. Puis après, vous avez la zone supratidale, donc c'est une zone qui est temporairement donc, couverte par l'eau supratidale. Bien, donc voilà les différentes parties, si vous voulez, qui forment le delta sur un profil longitudinal. Maintenant, on va essayer de voir un petit peu la classification de ces deltas. Classification des deltas. Alors, tout à l'heure, quand on a défini le delta, on a dit que c'est une zone de rencontre, si vous voulez, de deux types d'eau, eau douce et eau marine. En quelque sorte, c'est la zone de rencontre de deux types de dynamique. Parce que l'eau, quand on a du courant d'eau, on peut avoir de l'hydrodynamisme. Hydrodynamisme, c'est-à-dire la dynamique de l'eau. Donc, vous avez ici, au niveau des deltas, la rencontre de deux types de dynamisme, ou bien d'hydrodynamisme. Vous avez l'hydrodynamisme continental, vous avez l'hydrodynamisme marin, c'est-à-dire la dynamique de l'eau de mer et la dynamique de l'eau douce, du cours d'eau, bien du fleuve. Alors, la classification des deltas se base sur ces deux types de dynamisme ou bien de dynamique, si vous voulez. Il y a par exemple des cours d'eau qui présentent une dynamique très importante, très forte par rapport à la dynamique de la mer. Il y a des cours d'eau qui présentent une dynamique relativement faible, etc. Alors, on se base sur ces deux dynamiques-là pour donner la classification des deltas. Alors, le premier exemple de delta, c'est le delta à dominance fluviatile. À dominance fluviatile, c'est-à-dire c'est un delta dans lequel la dynamique fluviatile est très importante par rapport à la dynamique marine. Alors, la dynamique marine, comme vous le savez peut-être, c'est l'énergie de l'eau provoquée par les courants marins. Alors, parmi les courants marins qu'on peut avoir, par exemple, c'est les vagues. Les vagues, par exemple. On peut parler donc de la dynamique des vagues. Comme on peut avoir la marée, par exemple. La dynamique des marées. Ce sont donc des dynamiques marines. Puis, la dynamique fluviatile, c'est-à-dire la dynamique du cours d'eau. Il peut être forte, il peut être faible, etc. Alors, delta à dominance fluviatile, comme j'ai dit, c'est un delta où la dynamique du fleuve est très supérieure à la dynamique marine, c'est-à-dire la dynamique des vagues et la dynamique de marée. C'est-à-dire ici, les apports sédimentaires continentaux sont très importants par rapport aux apports d'origine marine. Alors, dans ce cas de delta, parfois on les appelle des deltas fortement constructifs, c'est-à-dire les apports continentaux sont largement supérieurs aux apports marins. Et vous avez donc cette photo-là qui illustre donc la forme de ce delta-là. Comme vous voyez, c'est une forme qui rappelle les pattes d'oiseau. Une patte d'oiseau, si vous voulez, comme ça, avec des chenaux ici, etc., des lobes, des barres de sable, etc. Alors, il s'agit ici, on les appelle également des deltas digités. Digités avec développement de chenaux en éventail bordé de levées sableuses. Vous avez un développement donc de chenaux sous forme de, c'est-à-dire en éventail, c'est comme les doigts, si vous voulez. Pourquoi d'ailleurs on appelle delta en forme de patte d'oiseau, avec
des levées, c'est-à-dire des bordures formées par des sables. Les levées sableuses. C'est ce que vous avez ici, LS, marqué LS. Toutes ces bordures-là, en jaune, sont les barres, si vous voulez, sableuses des levées des chenaux. On peut avoir également ce qu'on appelle la formation des crevasses play. Crevasses play, marqué ici CS. C'est des petites dépressions. Ça rappelle un peu ce qu'on a vu quand on a parlé de... Ça rappelle également les crevasses play des milieux fluviatiles. Hein. Ils se forment suite à un débordement, si vous voulez, du chenal, hein, qui dépose donc des sables dans des petites dépressions à côté du chenal. C'est ce qu'on appelle les crevasses play. Formation donc de ces crevasses play lors de la rupture des levées. Déchirure au niveau de la levée, bien la rupture, et débordement, si vous voulez, du chenal et dépôt au niveau donc des petites dépressions qu'on appelle les crevasses play. Comme vous voyez également ici, aux extrémités du chenal se déposent des barres d'embouchure. Les barres d'embouchure, c'est ce que vous avez ici, c'est ce que j'ai entouré en vert. Et marqué ici BE. BE, barre d'embouchure. Barre d'embouchure. Donc là, une des caractéristiques donc, de ce delta à dominance fluviatile, c'est la formation de ces barres d'embouchure en face des chenaux. En face des chenaux. Alors, ce type de delta se forme lorsque les apports fluviatiles sont dominants, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et on parle donc d'un delta fortement constructif. Dynamique fluviatile très, très supérieure à la dynamique marine. Alors, l'exemple le plus célèbre de ces deltas, dominance fluviatile, c'est le Mississippi. Delta du Mississippi. Alors, le Mississippi, c'est un fleuve en Amérique du Nord qui se jette dans le golfe du Mexique, au sud des États-Unis. Il peut avoir une épaisseur de sédiments qui est environ 11 000 mètres. 11 000 mètres de dépôt. C'est énorme. 11 000 mètres de dépôt quaternaire. Et il augmente à chaque fois, il peut augmenter, donc cette quantité énorme de dépôts quaternaires peut augmenter chaque année par un volume de 2 millions de tonnes, presque, chaque année. Donc c'est énorme. Il s'agit donc d'un delta fortement constructif, le Mississippi. Alors, un autre exemple de notre type, si vous voulez, parce que maintenant on parle de la classification des deltas. Donc, un autre type, ou bien une autre classe de delta, c'est le delta à dominance de marée. Delta à dominance de marée, dans ce type de delta, les chenaux sont méandriformes et évasés. Comme vous voyez ici, donc les chenaux, ils peuvent être méandriformes, c'est-à-dire présentent des méandres, évasés, c'est-à-dire avec une ouverture large, à l'embouchure. Alors, les sables forment des barres de méandres, comme vous voyez ici. Vous avez des barres de méandres et des barres tidales. Les chenaux également peuvent être bordés des slicks intertidales. Alors, les slicks intertidales, comme vous voyez ici, des vasières recouvertes par l'eau à chaque marée. Quand la marée monte, ces parties sont couvertes par l'eau, mais quand la marée descend, ces parties-là, ces slicks-là se trouvent à l'air libre. C'est des parties, donc, comme je dis, qui se trouvent dans la partie intertidale, c'est-à-dire dans la zone de balancement des marées. Les zones interdistributaires sont garnies de shore, couvertes, si vous voulez, par l'eau, et qui présentent de la végétation aussi. Hein. Et c'est la partie, si vous voulez, un peu distale par rapport aux slicks. Les slicks, c'est un peu, si vous voulez, proximal. Ce type d'embouchure, ou bien ce type de delta, se développe, si vous voulez, lorsque les courants de marée sont dominants. Donc, la distribution, si vous voulez, des dépôts se fait surtout, bien principalement, par les courants de marée. C'est-à-dire ici, la dynamique fluviatile n'est pas très, très importante. Elle est faible.
Donc, on a surtout des courants de marée qui sont dominants. Alors, l'exemple, bien les exemples, vous avez ici deux exemples de ce delta. Le delta de la Gironde et le delta du Gange. Alors, la Gironde, c'est tout simplement un delta commun de deux fleuves. C'est au niveau de la France. Deux fleuves, c'est-à-dire la Garonne et la Dordogne. Ces deux fleuves-là se trouvent au sud-ouest de la France. Hein. Sud-ouest vers l'Aquitaine, si vous voulez. Gange est un delta très, très, très célèbre aussi. Et il s'agit d'un delta très grand. C'est le delta le plus grand du monde. Le delta du Gange. Il se trouve en Inde. Il se trouve en Inde et il se jette, si vous voulez, dans le golfe du Bengale. Le golfe du Bengale. Alors, le Gange se prolonge à plus de 1000 km dans l'océan Indien. Imaginez un delta qui se prolonge dans l'océan Indien sur environ 1000 km. C'est énorme, c'est très grand. C'est le delta le plus grand du monde. Et il s'agit d'un delta à dominance de marée. Troisième type, si vous voulez, de delta, c'est le delta à dominance de vague. Delta à dominance de vague ou bien de houle. C'est presque la même chose. Hein. Les vagues, la houle, c'est presque la même chose. Alors, ici, la dynamique la plus importante ici, ce sont les vagues. Ce sont les vagues qui vont donc, si vous voulez, répartir les dépôts au niveau du delta. Cette action de vague se fait sentir sur le front du delta. Les distributeurs sont peu nombreux. Regardez ici, dans ce type de delta, les distributeurs sont très peu nombreux. Ce n'est pas comme le delta du Mississippi, par exemple. Alors, les sols sont remaniés et forment des cordons sableux. Ce qui est marqué ici, CS, ce sont les cordons sableux au niveau des plages. Les particules fines sont dispersées vers le large. En général, généralement, donc, au niveau de la plage, au niveau du delta, vous avez surtout des sables, mais les particules fines des argiles, par exemple, les cils, tout ce qui est fin, il va être, si vous voulez, déposé vers, ou bien dispersé vers le large. Alors, au niveau de l'estuaire, bien du delta, ces cordons dunaires se terminent avec ce qu'on appelle des flèches sableuses. Des flèches sableuses en bordure donc de la plage, si vous voulez, ou bien qui bordent la plage. Bien sûr, donc, comme je viens de le dire, donc, ce type de delta se forme sous l'effet de la houle ou bien des vagues, essentiellement sous l'effet donc de la dynamique, si vous voulez, du courant de vague ou bien de houle. Les dépôts sont ramenés latéralement et dispersés sur la plage pour former donc des cordons dunaires ou bien des cordons sableux. Le delta formé par le fleuve, si vous voulez, du Sénégal, par exemple, l'exemple le plus important. Alors, le fleuve du Sénégal, comme vous le savez peut-être, c'est un fleuve d'Afrique de l'Ouest. Il prend donc sa source en Guinée, le pays du Guinée, à 750 mètres d'altitude, et il arrose le Mali, la Mauritanie, le Sénégal, avant de se jeter dans l'océan Atlantique. Donc, regardez, donc il s'agit là d'un fleuve qui traverse au moins 4 pays. La Guinée, le Mali, la Mauritanie, le Sénégal. Voilà donc 3 classes, ou bien 3 types, si vous voulez, de delta, en fonction de la dynamique, si vous voulez, fluviatile et la dynamique marine.